tous. On va commencer. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Rioul, qui est professeur à Télécom Paris. Son domaine de recherche principal, c'est la théorie de l'information, qu'il a appliquée à plein de sujets et de problèmes différents. Et aujourd'hui, il vient nous parler de comment la théorie de l'information peut aider quand on s'intéresse aux side channel attacks. Et donc, je lui passe la parole. Merci Olivier et the floor is yours. Merci beaucoup, Lia. Merci à Francesca aussi pour l'invitation. Et donc, je vais vous présenter effectivement euh, une des applications de la théorie de l'information un peu originale sur ce qu'on appelle les attaques par canaux auxiliaires, donc en anglais side channel attacks, où on a essayé de modéliser ce type d'attaque de façon à rendre les systèmes sensibles robustes, les circuits en particulier vis-à-vis de ces attaques. Voilà, donc tout ça, on peut dire une collaboration de longue date avec différents chercheurs de différents endroits, notamment à Télécom Paris, mais pas seulement. Donc, où on a encadré plusieurs doctorants. Et ça fait quelques années maintenant qu'on développe, je dirais, ces outils de théorie de l'information. Donc, pour cet aspect-là de la cryptographie, les attaques par canaux cachés qui étaient autrefois, ou canaux auxiliaires, qui étaient autrefois plutôt du ressort des électroniciens, on va dire. Et donc là, on a ajouté, j'allais dire, une couche mathématique sur cet aspect du problème. Voilà, donc pour introduire globalement le sujet, aujourd'hui, on est tous comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'on utilise tous de la crypto sans nécessairement le savoir. C'est complètement omniprésent dans notre société digitale d'aujourd'hui et c'est pas concevable, par exemple, voilà, de mettre des données dans un serveur sur le cloud sans protection, voilà. Et ça fait très longtemps, donc c'est plus uniquement, je dirais, du ressort militaire, c'est vraiment partout. Mais ça fait longtemps qu'on connaît les principes fondamentaux, et les algorithmes mathématiques qui nous permettent de garantir, en théorie, en tout cas formellement, la sécurité. Donc la première le premier principe qui s'appelle souvent le principe de Shannon, justement, c'est dans son mémorandum classifié en 1945 au Bell Labs. euh, il énonce explicitement que l'ennemi doit connaître toutes les caractéristiques du système de cryptographie. C'est-à-dire que, et ça remonte, alors on a fait remonter ça à Kerckhoffs en 1883, c'est-à-dire que la notion de secret ou de protection ne peut pas dépendre d'autre chose que finalement seulement d'une clé secrète. Tout le reste doit être connu parce que s'il devait être caché, ben, un adversaire qui aurait finalement l'avantage de connaître une partie de ce système aurait un avantage définitif par rapport aux autres. Et de toute façon, tous les algorithmes cryptographiques finissent tôt ou tard par être connus et révélés. Donc la seule chose qui compte, c'est que toute la sécurité doit être basée sur la connaissance unique d'une clé secrète, en fait. Voilà. Et puis, on connaît donc ces algorithmes mathématiques qui nous garantissent formellement la sécurité. Euh, Souvent, ce sont des one-way functions, c'est-à-dire des fonctions qui sont faciles à réaliser dans un sens mais difficiles dans un autre. Et on sait concevoir des algorithmes qui sont a priori résistants à tous les calculs qui permettraient de le casser, parce que même avec un calcul quantique, avec les futurs ordinateurs quantiques, on est capable de dire que, OK, il faudrait essentiellement
faire ce qu'on appelle du brute force, c'est-à-dire essayer toutes les possibilités de clés secrètes. Et évidemment, pour des clés suffisamment longues, ça prend plusieurs fois l'âge de l'univers et donc on est tranquille du point de vue de la sécurité, en tout cas de la cryptanalyse. Alors, tranquille, bah, pas si tranquille, hein, parce que vous avez dû voir passer ce genre d'actualité, hein. Bon, ça, c'était il y a une dizaine d'années, je crois, ou un peu plus. Là, une ambassade américaine qui espionnait l'Élysée depuis son toit, hein, à distance. Des failles critiques dans des processeurs Intel qui ont affolé à l'époque l'industrie, hein, et même l'année dernière, une nouvelle attaque similaire. Hein, c'était Meltdown et Spectre, et là ça s'appelle Indirector, toujours sur les processeurs Intel pour les nouvelles générations. Donc c'est compliqué pour l'industrie qui a dû patcher en fait tous ces processeurs. Et puis un exemple que j'aime bien, c'est un logiciel qui est disponible, hein, qui juste en écoutant à distance le bruit des clics que vous faites sur votre clavier d'ordinateur permettrait de savoir ou d'inférer une partie, en tout cas, de ce que vous êtes en train de taper. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des attaques par canaux cachés, hein, ou canaux auxiliaires. Et c'est ça le vrai danger, et c'est ça dont on va parler. Chaque jour, il y a des nouvelles Common Vulnerability and Exposures, hein, qui sont publiées. Ça fait très longtemps que ce type de danger existe, hein. Voilà. Euh, alors, dans cette optique-là, des attaques physiques, hein, comme on les appelle, ce ne sont plus des attaques mathématiques, ce sont des attaques physiques. On n'attaque pas directement les systèmes avec des maths. En revanche, on utilise la physique, c'est-à-dire on exploite les vulnérabilités non pas de l'algorithme lui-même, hein, mais de son implémentation sur un support physique, hein, qui est capable de divulguer des fuites d'informations et qui peuvent être exploitées pour retrouver le secret. Alors, le tout premier exemple qui a été révélé, donc il y a 27 ans maintenant, hein, c'est l'exemple de Kocher, hein. C'est où il a réalisé que chronométrer le temps d'exécution d'un algorithme sensible, s'il n'était pas équilibré, hein, permettait de retrouver très facilement la clé secrète, par exemple, dans le RSA. Simplement, le fait d'avoir un bit égal à 0 ou un bit égal à 1 quelque part dans l'algorithme, bah, faisait que l'algorithme prenait plus ou moins de temps, pour s'exécuter. Et donc, il suffisait finalement de chronométrer les choses pour ce qu'on appelle du timing attack, hein, des attaques par temporelles, pour retrouver carrément bit à bit le secret. Donc, c'est extrêmement facile. Évidemment, depuis, bah, ces algorithmes-là, du type RSA et compagnie, ont été modifiés de sorte que le temps d'exécution, si c'est un bit 0 ou un bit à 1, soit à peu près le même pour équilibrer les choses et invalider ce type d'attaque. Donc il y a toujours cet aspect attaque et contre-mesure, hein, voilà. Un autre exemple très connu aussi, ce sont les émanations électromagnétiques, hein, qu'un circuit peut délivrer, hein. Ce sont des fuites, hein, comme on les appelle, hein, des fuites vraiment électriques, hein, ou électromagnétiques, qui laissent des traces. C'est-à-dire qu'on peut mesurer avec une sonde, en réalité, hein, qu'on applique sur une partie du circuit. Et bon, en utilisant un temps précis où ce type de traces, hein, de signaux en réalité soit particulièrement sensible et dépend du secret, on peut faire un certain nombre de pré-traitements. Ça peut être du débruitage, ça peut être du filtrage, ça peut être de l'analyse en fréquence, etc., pour en déduire un certain nombre de distributions liées à des hypothèses de clés. Et à partir du moment où on a ça, eh bien, on a ce qu'on appelle un distingueur, hein. On peut tester chaque hypothèse de clé. Alors, ça marche évidemment si les hypothèses sont pas trop nombreuses, mais en réalité, dans les implémentations embarquées, on traite le secret, disons, octet par octet. Donc, on a, disons, que 256 possibilités à chaque tour d'un algorithme AES, par exemple. Et donc, on peut, comme ça, trouver, par une approche divisée pour régner, hein, octet par octet, la clé secrète.
Donc c'est finalement comment on pourrait appeler ça, une détection, une estimation. On pourrait faire du maximum de vraisemblance, par exemple, hein, pour retrouver une partie de la clé à chaque fois, hein. Voilà. Donc en pratique, comment ça se passe? Alors moi, je suis pas un expérimentateur, hein, moi je suis un théoricien, mais voilà un certain nombre de photos qui ont été prises en laboratoire où on va mettre une sonde ou une antenne, vous voyez, sur un circuit, et puis on va acquérir comme ça un certain nombre de signaux plus ou moins bruités, et c'est ça qui va être corrélé d'une certaine manière avec le secret. Et il y a aucun moyen physique, je dirais, de prévenir ce type de fuite, hein, parce que les fuites vont toujours exister, plus ou moins, hein. Et donc, à partir du moment où il y a une information sensible qui est révélée, bah, ce n'est qu'une question de temps finalement pour acquérir beaucoup de signaux et permettre comme cela de trouver la clé, hein. Si la même clé est utilisée tout le temps, bah, au final, on va acquérir suffisamment d'informations pour retrouver cette clé secrète. Donc ça, c'est une menace bien identifiée, hein, qui se renouvelle en permanence, hein. Et c'est ce on va essayer d'y répondre au mieux par notre recherche, hein. Donc, alors, il y a des contre-mesures, et je voulais parler d'une contre-mesure la plus souvent, enfin la plus efficace, je dirais, dans les systèmes. C'est ce qu'on appelle le masquage. Donc, c'est le principe du partage de secrets, hein, secret sharing. C'est-à-dire que on va, on va faire en sorte de prendre au hasard un masque et de faire un XOR sur un secret, de telle sorte que eh bien, la partie masquée elle-même, seule, va devenir statistiquement indépendante, hein, du secret. Et simplement, la connaissance du masque lui-même, par ailleurs, va permettre facilement de retrouver le secret, parce qu'on va simplement additionner, hein, faire un XOR des deux composantes pour retrouver le secret à la fin de l'algorithme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un secret sharing. Alors on peut compliquer cette chose-là en mettant plusieurs masques, hein. Mais imaginons qu'on mette un masque et ce qu'on appelle le masquage du premier ordre. Eh bien, dans ce cas-là, une attaque directement sur ben, ce secret qui était masqué est impossible, hein, tout simplement. En revanche, le masque lui-même fuit dans l'algorithme. Et donc, on a finalement une double fuite en deux dimensions, hein, à la fois du secret masqué et du masque. Et en faisant une attaque au deuxième ordre, comme on dit, hein, c'est-à-dire avec beaucoup plus de mesures nécessaires, mais c'est une attaque qui reste possible. Au lieu de prendre 1000 traces, par exemple, on va prendre 1 million de traces, mais ça va quand même nous permettre d'attaquer le système et de retrouver la clé. Auquel cas, ben, on peut rajouter un masque supplémentaire et ainsi de suite. Ouais. Donc, si on a un masquage d'ordre D, on va dire, on a une attaque d'ordre D plus 1 qui va être de plus en plus difficile à réaliser. Donc ça, c'est une contre-mesure possible, hein, où on va donc systématiquement masquer les données sensibles. Et donc, ce qui va fuiter, hein, dans le canal auxiliaire qui est là, ben, ce sont uniquement des choses qui sont masquées et des parties du masque lui-même, qui rend l'attaque plus difficile. Voilà. Donc, mais quoi qu'il en soit, une attaque est toujours possible. Et ce qu'on doit retenir, hein, c'est que, en fait, on est tous vulnérables d'une manière ou d'une autre, peu ou prou, hein. La question n'est pas de savoir si on est sécure, hein, j'allais dire, voilà, mais quel est en fait notre niveau de sécurité, parce que même si on a fait beaucoup de contre-mesures, bah, les contre-mesures sont connues, hein, par le principe de Shannon ou de Kerckhoff, et donc c'est juste une question de temps, de suffisamment de mesures finalement pour retrouver la clé. Et donc l'idée, c'est de connaître simplement le niveau de sécurité, c'est-à-dire au bout de combien de temps notre système va être cassé. Il va être cassé forcément, mais peut-être il va être cassé qu'au bout d'un million, d'un milliard de traces, et ça fait une différence. Voilà. Et donc, pour évaluer ce nombre de mesures, hein, qu'il faut pour casser le système, qu'on espère le plus large possible, on a besoin d'arguments formels, on a besoin de théories, en fait, hein, qui pourraient s'appliquer à n'importe quel type d'attaque, parce qu'il y en a énormément, hein, qui sont publiés chaque jour, hein. N'importe quel type d'attaque sur tous les circuits possibles, et c'est
essentiellement la recherche qu'on a entrepris hein, dans notre équipe. Euh, donc voilà, les attaques physiques avaient détrôné les attaques mathématiques, hein, mais maintenant, eh bien, on va faire revenir les maths par la fenêtre, si vous voulez, avec la théorie de l'information. Donc l'idée de départ est la suivante, hein. On a un paradigme de communication de Shannon, hein. La théorie de l'information, à la base, a été appliquée à la communication des données, hein, où on va avoir une source, un codeur, un canal, un décodeur, et retrouver le message transmis à partir du décodeur. Ça, c'est vraiment le paradigme de Shannon que tout le monde connaît bien. Mais au niveau des attaques par canaux auxiliaires, eh ben, on a finalement une chaîne de communication, si on peut dire, qui est similaire. On a comme source, mais ce n'est pas une source qui est voulue, et naturellement, c'est la clé secrète. Et le canal, c'est le canal auxiliaire hein, qui va délivrer ces fuites d'informations. Bien sûr, c'est pas une communication qui est voulue, hein, c'est une communication qui n'est pas voulue. D'une certaine manière, on a une certaine méconnaissance de la partie, on pourrait dire, encodage, hein, qui est en fait la fuite. Bon. Et puis, il y a toujours, par contre, du bruit dans le canal, il y a toujours une fuite d'informations et une manière de décoder, en quelque sorte, l'information secrète. Hein, par ce que j'ai appelé le distingueur. Donc il y a quelque chose qui est assez parallèle, sauf qu'on ne peut pas réellement faire du codage, c'est-à-dire que la théorie du codage ne s'applique pas, parce qu'on ne peut pas concevoir des codes ou se faire ce genre de choses. En revanche, on peut appliquer la théorie de l'information pour établir des inégalités sur les mesures d'information qui vont nous permettre effectivement de résoudre notre problème. Donc, je vais être beaucoup plus précis plus tard. Donc, la vraie question, c'est ça, c'est est-ce que Shannon va être suffisamment bon pour nous? Est-ce que la théorie de Shannon va pouvoir s'appliquer correctement pour garantir que telle ou telle contre-mesure sur un système embarqué va être suffisamment robuste à n'importe quelle attaque par canal auxiliaire? Alors, tout ça, il faut le formaliser. Et donc, c'est là où interviennent les mathématiques, et où on va donner des noms variables et on va faire un certain nombre d'hypothèses. Donc, alors K, c'est ce qu'on appelle la clé, hein, donc c'est typiquement un octet de clé qui est transmis dans un appareil, dans un device. Et qui va fournir ce qu'on appelle une variable sensible, hein, qui dépend du secret. C'est ça qui va être l'entrée du canal auxiliaire. Et l'attaquant, en réalité, va récupérer la sortie de ce canal. Ça va être typiquement une sortie bruitée, qui va être considérée comme une mesure de fuite d'informations bruitée, avec laquelle il va vouloir récupérer une hypothèse de clé de la meilleure manière possible. On a ce qu'on appelle une chaîne de Markov, hein, simplement une chaîne K, X, Y, K chapeau. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Maintenant, en pratique, ce qui se passe, c'est que dans un système cryptographique, eh bien, on n'a pas seulement, évidemment, en entrée une clé secrète, on a aussi, bien justement, le texte qu'on désire crypter, ou décrypter d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que c'est souvent ça, c'est de la cryptographie symétrique, hein. C'est-à-dire qu'il revient au même de considérer qu'on a un texte en clair ou un texte crypté, et c'est ce texte qui va être crypté à l'aide de la clé secrète. Donc en réalité, il faut prendre en compte également cette information additionnelle sur le texte. Et puis, autre chose, c'est toujours la même clé qui est utilisée pour un grand nombre d'octets, hein, de textes, hein, donc, en réalité. Donc, il y a un certain nombre de mesures, j'ai appelé ça M, que l'attaquant peut faire. M peut être très très grand, alors qu'il n'y a qu'un seul octet de clés, hein. Donc, je mets un indice, un exposant comme ça, M, pour dire qu'il y a M mesures, et que ce sont donc non seulement ce ne sont pas seulement j'allais dire des nombres, hein, mais ce sont des vecteurs de M nombres, hein, à chaque fois.
aléatoire. Et en théorie, l'attaquant, s'il veut réaliser la meilleure attaque possible, eh bien, il y a une théorie mathématique pour ça. On doit maximiser un critère. Alors, j'ai pris le critère qui est le plus souvent utilisé dans les applications, etc. C'est le critère de ce qu'on appelle le success rate, donc le taux de succès, ou maximiser la probabilité de succès, c'est-à-dire on maximise la probabilité que le K-chapeau soit effectivement égal à K. Alors, il y a d'autres critères qui existent qui sont intéressants aussi, hein, qu'on pourrait développer après, mais là, ici, il se trouve que pour maximiser la probabilité de succès d'une attaque, c'est très simple, on a ce qu'on appelle la règle du MAP, c'est-à-dire du maximum a posteriori probability. Les choses sont très bien établies en théorie de la détection et on sait exactement comment calculer en théorie, et bien sûr, hein, le K-chapeau qui doit maximiser finalement la probabilité a posteriori de cette hypothèse de clé, connaissant évidemment tout ce qu'on peut observer, à savoir l'attaquant, lui, il peut observer la fuite, hein, bruitée, et puis évidemment le texte qui peut aussi, dont il peut aussi avoir connaissance. Voilà, donc une attaque optimale, en quelque sorte, réaliserait cette règle du MAP. Alors, maintenant, il faut également formaliser la notion de contre-mesure. Et j'ai parlé du masquage, donc on va formaliser cette règle du masquage, hein, c'est du secret sharing, pour un peu évaluer la manière dont on peut rendre un circuit, par exemple, robuste à ces attaques à l'aide de cette contre-mesure. Donc cette contre-mesure consiste à faire quoi? Elle consiste à casser la variable sensible, en réalité, en plusieurs parts. Voilà. Donc, si on a un masquage d'ordre D, on va le séparer en D plus 1 part, en réalité, hein, puisque on va avoir la partie masquée et puis, les masques. Voilà. Et donc, finalement, le X en question, qui était l'entrée du canal, va être transformé à chaque X va être transformé en un vecteur de D plus 1 partage, en fait. D égale 0 signifie que le système n'est pas protégé. D égale 1, c'est le cas le plus courant d'un masquage au premier ordre. On peut avoir un masquage au deuxième ordre, au troisième ordre, etc. Et l'idée, c'est que, évidemment, si on connaît toutes les parts exactement, on peut retrouver la variable sensible exactement, alors que si on n'en connaît qu'une partie, ça devient indépendant statistiquement de la variable X en question, donc on peut rien retrouver. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme modèle? On va avoir un canal auxiliaire qui va représenter non seulement les fuites, les fuites en fait de chaque share, de chaque partage. Voilà, donc ça nous donne un canal, on va dire, vectoriel, hein, où on va avoir à chaque fois, alors il y a une petite faute de frappe ici, ça doit être Y0, on va avoir D plus 1 valeur bruitée en sortie du canal à chaque fois que un octet de clé est utilisé. Voilà. Du coup, la chaîne de Markov, hein, qui correspond à ça, va être modifiée. Voilà, et c'est une chaîne, c'est une chaîne de Markov avec un canal qui va être comme ça, j'allais dire sans mémoire. Hein. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on cherche à faire une fois qu'on a ce modèle-là? On cherche à trouver, à appliquer finalement la théorie de l'information. Donc l'idée, c'est essayer de garantir que avec un masquage d'ordre D, on va dire, le nombre de mesures que j'avais appelé petit m est vraiment beaucoup trop grand pour qu'on puisse retrouver la clé avec une probabilité grande. Voilà. Hein, et ceci pour n'importe quel type d'attaque. Donc c'est là où on doit choisir d'une part ce qu'on appelle une figure de mérite, c'est-à-dire le critère qui permet de dire qu'une attaque a eu du succès ou pas. Donc je me suis focalisé ici sur la probabilité de succès, hein, qui est donnée par la règle du MAP, Maximum a posteriori Probability. Il y a d'autres critères intéressants qu'on pourrait utiliser aussi, et notamment ce qu'on appelle le guessing entropy ou guessing work, mais qui est plus compliqué parce qu'elle tient compte de tous les rangs possibles, de toutes les hypothèses de clés.
Euh, et puis, on a besoin également de choisir quel type de mesure d'information on veut pour quantifier ce qu'on appelle justement la fuite, hein, la fuite d'information. Donc, je l'ai appelé L, j'ai laissé le choix pour l'instant, c'est juste une mesure de fuite sur la clé K que donne la connaissance de la séquence de texte et la sortie du canal qui est la fuite bruitée. Voilà. Donc il y a beaucoup de mesures d'information qui ont été utilisées dans la littérature du side channel justement pour ça. Hein. Donc voilà un exemple, un bestiaire de différentes mesures d'information qui ont été utilisées dans ce contexte. Alors, vous avez d'abord l'information mutuelle. Hein. L'information mutuelle de Shannon, c'est vraiment la mesure d'information que Shannon a utilisée essentiellement pour résoudre son problème de communication hein, de données. Mais il y a bien d'autres mesures qui ont été exploitées aussi. Hein. L'information en variation totale, hein, qui est intéressante dans un cadre de test d'hypothèse, par exemple. On a aussi ce qu'on appelle le maximal leakage, qui est utilisé beaucoup plus récemment pour les attaques par canaux cachés, et puis d'autres choses qui ont été publiées récemment également dans ce contexte. Le dernier, c'est notre choix à nous. Dans certaines situations, on utilise ce qu'on appelle un coefficient de Dublin, mais je n'aurai pas le temps de décrire exactement ce que c'est et pourquoi c'est utile. Si vous me posez des questions, je pourrais y répondre là-dessus. En tout cas, on a plein de possibilités. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure d'information? On ne sait pas trop en réalité. Donc, on n'a pas de critères vraiment opérationnels qui nous permettent de dire il faut prendre tel type d'information ou pas. Par contre, on est capable d'analyser, je dirais, les propriétés d'une large classe d'informations qui est paramétrée, paramétrée par un paramètre alpha. Et notre choix s'est porté sur cette notion d'alpha information due à Simpson hein, pour des paramètres alpha qui peuvent être positifs ou négatifs. Et donc, je vais donner quelques exemples. Et il se trouve que déjà, cette famille de mesures d'information comprend déjà la plupart des informations, des mesures d'information qui ont été utilisées dans la littérature, en tout cas celles qui sont intéressantes. Après, une fois qu'on a cette mesure de fuite, eh bien, voilà quelle va être la méthodologie générale pour réussir à garantir qu'il faut un nombre de mesures extrêmement grand pour obtenir une probabilité de succès donnée. Eh bien, il y a un certain nombre d'ingrédients qui proviennent tous de la théorie de l'information. Donc, le premier ingrédient, c'est ce qu'on appelle une inégalité de type Fano. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, finalement, la probabilité de succès, qu'on a appelée PS, eh bien, on va pouvoir établir une inégalité dessus en la rapprochant de la valeur 1 sur m. La valeur 1 sur m, c'est quoi? M, c'est le nombre d'octets de clés possibles. Hein, c'est typiquement 256. Et donc 1 sur m représente quoi? Représente la probabilité, la meilleure probabilité si on ne connaît rien. On va juste choisir une clé au hasard. Donc c'est probabilité 1 sur m. Et donc ce qu'on voudrait, c'est dire que si la fuite d'information est faible, à la limite si elle est nulle, eh bien on n'a plus aucune information et PS devrait être égal à 1 sur m. Mais s'il y a une fuite qui n'est pas nulle, eh bien à ce moment-là, on a cette inégalité-là. Hein, c'est-à-dire que plus l'information de fuite, elle, est faible, plus on se rapproche du meilleur cas possible pour le concepteur de circuit, à savoir qu'on ne peut pas faire mieux que de choisir au hasard, de faire le brute force dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une première inégalité importante. La deuxième inégalité qu'on va choisir, elle est plus technique. Elle consiste à faire passer le texte de l'autre côté de l'argument dans l'expression de la mesure d'information de fuite. Je ne vais pas trop insister là-dessus.
Et puis ensuite, une autre inégalité très importante en théorie de l'information. Alors ces inégalités-là servent également en théorie de la communication de Shannon, hein. Ce sont un peu les mêmes outils. Donc celui-là, c'est ce qu'on appelle l'inégalité du traitement de données, qui consiste à dire que finalement, tout traitement ne peut faire que perdre de l'information. Voilà. Donc en l'occurrence, eh bien, on a finalement X qui est calculé à partir de K et de T. Et par conséquent, on va pouvoir borner la fuite sur K et T par la fuite entre l'entrée et la sortie du canal, ce qui va donc X et Y, hein, ce qui va donc simplifier beaucoup l'évaluation de la fuite, hein, d'informations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Data Processing Inequality, DPI. Euh, une autre inégalité qui est liée au fait que le canal va être essentiellement sans mémoire, c'est toujours le même bruit de mesure qu'on a, c'est qu'on a ce qu'on appelle une propriété de tensorisation, à savoir que on peut faire ce qu'on appelle aussi en théorie de la communication du single letter, c'est-à-dire que bah, la mesure d'information entre les vecteurs de dimension m, bah, c'est finalement m fois la mesure d'information en dimension 1. Voilà. Et donc, ça nous donne déjà une évaluation, vous voyez, qui dépend directement du nombre de mesures m. Et finalement, on a besoin d'un dernier outil qui est pas des moindres, hein, qui est plutôt difficile à obtenir, qui est ce qu'on appelle dans la littérature de théorie de l'information le lemme de Mrs. Gerbers. Alors, l'origine de ça, si ça vous intéresse, je vous le dirai si vous avez une question là-dessus. Mais essentiellement, c'est la chose suivante, c'est que en présence d'un secret sharing, donc d'un masquage, eh bien, on peut borner la fuite d'informations par le produit, on va dire, essentiellement ça va être un produit, des fuites share by share, c'est-à-dire partage par partage, par part. Voilà. Donc, et ça, c'est très important parce que ça nous permet de ne pas rester en très très grand nombre de dimensions. Et ça nous permet d'évaluer finalement les fuites euh, pour chaque partage, donc pour un canal très simple. Voilà. Alors que sinon, bah, on aurait ce problème de dimensionnalité, que ça serait très difficile à évaluer directement la fuite L de XY. Voilà. Et si on combine toutes ces inégalités, si vous avez suivi, ce sont toutes ces inégalités qui se succèdent, d'accord, en rafale, et au bout du compte, on obtient une borne inférieure sur le nombre de mesures. Et ça, c'est une inégalité alors universelle, hein, j'allais dire. C'est vraiment que des outils mathématiques de la théorie de l'information qui nous permettent de montrer cette inégalité, quelle que soit l'hypothèse, donc notamment quel que soit le type d'attaque, avec une contre-mesure sur le circuit. Vous voyez que bah, finalement, on a obtenu une borne inférieure sur le nombre de mesures, qui dépend de quoi? Bah, il y a un numérateur et un dénominateur. Le numérateur, bah, c'est une mesure de distance qui est donnée par l'inégalité de Fano, donc on reparlera de quelle distance il s'agit, entre la probabilité de succès et la pire des probabilités de succès qui est 1 sur m. Hein. Et donc, si effectivement cette probabilité de succès est importante, hein, si l'attaquant veut retrouver la clé, disons, avec une probabilité proche de 1, par exemple, eh bien, ce numérateur va être grand et ça va nécessiter du coup que le nombre de mesures va être grand également. Mais le plus important, c'est le dénominateur, parce que le dénominateur, lui, ça va être un produit de mesures d'informations, de fuite, partage par partage, hein, part dans le secret sharing. Et donc, ce qu'on veut, c'est, bah, disons, par exemple, avoir des canaux suffisamment bruités pour que bah, chacun de ces termes-là, chacun de ces facteurs dans ce produit va être très très faible. Et du coup, ça va faire exploser la valeur de M. Voilà. Et du coup, on est content puisque du coup, ben, si on a effectivement des fuites qui sont ramenées à des valeurs petites, eh bien, le nombre de mesures que l'attaquant devra réaliser pour être sûr de retrouver le secret à 90% près, disons, va être très important. Voilà le type de courbe qu'on peut obtenir. Alors,
faut pas prendre ça trop sérieusement, là, il s'agit de simulation, mais voilà un exemple, hein, simplement, de courbe qui donne la probabilité de succès en fonction du nombre de mesures. Donc, c'est logarithmique en nombre de mesures, donc 10, 1000, 10 000, etc. La courbe en bleu, alors il faut regarder les courbes en pointillés, là. La courbe en pointillé en bleu vous donne exactement la formule que j'ai donnée tout à l'heure, hein, c'est-à-dire m supérieur ou égal à d de ps 1 sur m sur le produit, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut calculer, hein. À partir du moment où on peut évaluer la fuite share by share, donc partage par partage, on peut calculer explicitement, très facilement, sans problème, hein, cette courbe en pointillé. Et ce que la théorie de Shannon nous garantit, c'est que n'importe quelle attaque va forcément être en dessous de cette courbe en pointillé. Du coup, on va empêcher, hein, la probabilité de succès d'être proche de 1 si on n'a pas assez de mesures. Voilà. Alors, la petite courbe en bleu en zigouigoui, là, c'est simplement une simulation de toutes les attaques par maximum likelihood, donc maximum de vraisemblance, qu'on a pu réaliser avec un type de fuite connu, etc., qu'on appelle Hamming-Weight model. Bon, bref. Et donc, on a pu vérifier effectivement que toutes ces attaques-là sont bien en dessous de la courbe théorique. Ce qui est en orange, ben, c'est pour un masquage d'ordre 1. Donc là, c'était... oui, c'est ça, hein. Donc la courbe en bleu, c'est un circuit non protégé. La courbe en orange, c'est un masquage d'ordre 1. Et la courbe en vert, c'est un masquage d'ordre 2. Et donc, on voit que plus on augmente le degré de masquage, plus les courbes se décalent vers la droite. Et donc, on a besoin de beaucoup plus de mesures, hein, pour réaliser une attaque avec un succès suffisamment grand. Voilà. Et donc ça, la théorie permet de le prévoir, quel que soit le type d'attaque. Donc ça, c'est quelque chose qui va être, je pense, très important pour la conception de circuits quand ça sera normalisé, à savoir, on a des moyens d'évaluer, j'allais dire, le pire des cas pour le concepteur, c'est-à-dire la meilleure attaque possible, en disant, ben voilà, on est en dessous d'une certaine limite théorique établie par la théorie de l'information, quel que soit le type d'attaque. Voilà, donc avant de passer à la suite, peut-être vous avez des questions ou est-ce que vous avez une interaction, quelque chose est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté jusqu'à présent? Parce que là, je vais passer au, aux propriétés mathématiques proprement dites et je vais passer aux notions de mesure d'information qu'on va utiliser. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai peut-être une question Oui, par rapport à ces résultats des simulations, parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris comment on obtient les courbes expérimentales. ouais. Donc, du coup, on implémente un panel d'attaques connues et on compte les succès, en fait. Tout à fait. Alors, ce qu'on fait, c'est que, bon, là, c'est juste des simulations. On pourrait le faire sur des données réelles et des circuits réels, hein. Mais là, c'est juste pour valider, hein, l'approche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a pris un canal gaussien, d'accord? Et puis, on a simulé le device, hein, l'appareil, avec des fuites selon un modèle de fuite bien déterminé, qui s'appelle Hamming-Weight Model, donc où simplement l'octet de clés, hein, de clés secrètes, va fuir par le poids de Hamming de cet octet, c'est-à-dire la somme des bits, hein. Voilà. Et avec du bruit. Bon. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on a un modèle où on peut calculer par simulation, hein, tout simplement, et puis faire répéter plein d'occurrences bruitées, et ensuite de mettre en œuvre un maximum likelihood, hein, tout simplement, dans du bruit gaussien, c'est très facile. Et puis compter simplement le nombre de fois où on a obtenu le bon octet de clé. Et en comptant ça, ben, on obtient l'évaluation de la probabilité de succès. D'accord. Donc, on fait quelque part l'hypothèse que l'attaquant peut avoir accès à ces mesures
Oui, Et en contrepartie, on décide à quel moment il faut changer la clé, quelque part. exactement. Alors ça, c'est l'idée après, hein, c'est-à-dire que là, on garantit que au bout d'un certain nombre de mesures, on ne pourra pas aller au-dessus d'un certain niveau de succès. Très bien. Et puis là, bah, après, les stratégies sont ouvertes, hein, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est effectivement utiliser des clés éphémères et changer de clé toutes les millions de mesures ou 1000 mesures, tout dépend du système, hein, pour garantir une sécurité. Voilà. Parfait. Merci. Voilà. Donc la suite de l'exposé, si vous n'avez pas d'autres questions, hein, moi je suis preneur. Alors je n'ai pas regardé le chat, mais je pense qu'il n'y a rien dans le Non, chat. tout est bon. Je vais te prévenir Ok. s'il y a quelque chose qui, Très bien, merci Francesca. qui apparaît. Donc là, je voudrais passer vraiment à des outils de théorie de l'information pure et dure. Et je voulais parler de mesures d'information que nous, on a considérées. Donc, c'est ces fameux alpha informations qu'on a regardées, où on a essayé d'établir toutes les inégalités dont on a besoin, hein. Ce qui n'est pas forcément facile. Donc là, on est vraiment dans la théorie. La théorie va se baser sur la notion de divergence. Alors, il y a une notion de divergence qui est bien connue, qui correspond au cas alpha égale 1, que vous connaissez peut-être en statistique, hein, qui s'appelle la divergence de Kullback-Leibler. Là, il s'agit d'un cas limite. Nous, on considère une divergence de paramètres alpha, voilà, qui est donnée par cette expression-là qui est compliquée, d'accord, mais qui a des bonnes propriétés. Donc, quelles sont ces bonnes propriétés? Alors, la propriété essentielle, c'est celle qui est en bas, en fait, hein, c'est le fait que ça soit une quantité qui est toujours positive ou nulle et qui n'est nulle, en fait, que lorsque les deux distributions coïncident. Donc, c'est une notion de distance au sens large, hein. Il n'y a pas d'inégalité triangulaire vraiment, mais il y a, voilà, c'est une métrique qu'on peut utiliser pour comparer deux distributions de probabilité. Et tout va se baser là-dessus. Voilà. Et on a en plus, alors, ce qui était l'aspect nouveau dans notre étude, c'est que on s'autorisait à avoir des paramètres alpha qui sont négatifs, ce qui n'avait pas vraiment été utilisé avant. Et du coup, on a des problèmes de signes et on a une formule de réflexion qui permet de se ramener au cas où un des paramètres est positif. Bon, ceci étant technique. Et à partir de cette divergence, eh bien, on va définir l'information au sens de Shannon. Alors, dans le cas alpha égale 1, ce qui est le cas classique, qu'est-ce qu'on fait? On prend simplement la divergence entre la probabilité, on va dire, de la distribution de X connaissant Y ou celle ne connaissant pas Y, hein. Donc, on a ici une mesure de divergence entre ces deux lois-là qui implique la façon que je connais Y va influer sur la distribution de X. Et en moyenne, à ce moment-là, sur Y, ça nous donne ce qu'on appelle l'information mutuelle au sens de Shannon. Alors ici, c'est légèrement plus compliqué parce qu'on a ce paramètre alpha. Ce paramètre alpha, il va impliquer qu'on va moyenner sur Y sous le logarithme dans la définition de la divergence, l'alpha divergence. Donc ça, c'est un choix en fait. En réalité, il y a d'autres choix qui ont été considérés avant, hein, d'informations de type alpha, mais il se trouve que là, c'est le choix le plus cohérent qui va satisfaire à toutes les propriétés qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on l'a adopté. Donc, et c'est ce qu'on appelle l'alpha information de Simpson, hein, qui avait été, je dirais, déjà proposé sous une forme un peu différente par Simpson en 1969. Hein. Ça date pas de très longtemps, de longtemps, je veux dire. Bon, ça date d'il y a longtemps. Donc voilà l'expression explicite de l'alpha information. L'alpha information peut se voir aussi comme finalement un minimum d'alpha divergence entre la probabilité conjointe de xy et les probabilités, le produit des probabilités marginales où on a changé la probabilité de y, donc minimum sur y. Ça, c'est une autre façon de définir l'alpha information. Bon. OK, donc alpha égale 1, on a l'information mutuelle classique au sens de Shannon. Et il se trouve que si on fait tendre alpha vers plus l'infini, on va retrouver ce qu'on appelle le maximal leakage, qui est la mesure d'information qui a été choisie récemment par des gens comme Wagner, Issa, etc., pour résoudre ce type de problème. Donc c'est juste un cas particulier. Et il se trouve que si on fait tendre alpha vers moins l'infini,
On a découvert ça plus tard, mais si on tend alpha vers moins l'infini, ben, on retrouve en fait le fameux coefficient de Dublin que nous, on a utilisé dans notre étude. Donc finalement, ça englobe beaucoup de cas intéressants. Et vous avez d'autres valeurs de alpha qui sont intéressantes aussi, particulièrement les cas alpha égale 2, par exemple. Voilà. Sur l'entropie elle-même, eh ben, on a effectivement une relation, alors qui est bien connue encore une fois dans le cas classique où alpha égale 1, entre l'information mutuelle et l'entropie. Donc l'entropie et l'entropie conditionnelle. Bon, bah ça se généralise également. Et en fait, l'alpha-entropie, avec ce paramètre alpha, c'est ni plus ni moins que l'entropie de Rényi, hein, qui est souvent utilisée aussi en computer science pour plein de problèmes. Voilà, ici, on le généralise simplement pour alpha positif ou négatif. L'alpha-entropie conditionnelle peut également se définir. Alors, il y a différentes versions, hein, version d'Arimoto, de Hayashi, etc. Et pas seulement, hein. Mais il se trouve que pour nous, la version, encore une fois, qui a les meilleures propriétés, c'est la version d'Arimoto, donc celle qui est donnée par la deuxième équation ici, là. Et on a effectivement bien cette décomposition de l'alpha-information en différence d'alpha-entropie, mais uniquement dans le cadre où X est uniformément distribué. Alors ça va être notre cas pour nous, puisque en règle générale, on va toujours supposer que la clé secrète est uniformément distribuée. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait des valeurs de clé qui soient préférées par rapport à d'autres. Et donc ça tombe bien, quelque part. Voilà. Ensuite, eh bien, il faut établir toutes les inégalités dont j'ai parlé, à commencer par l'inégalité de Fano. Alors, l'inégalité de Fano est bien connue, là également appliquée à la théorie de la communication. C'est une inégalité initialement, c'était une inégalité sur l'entropie conditionnelle. Voilà, où l'entropie conditionnelle, on pouvait la majorer par une expression qui dépend en fait, de la probabilité d'erreur, qui est simplement 1 moins la probabilité de succès, de trouver X connaissant Y. Il se trouve que ça revient, en fait, dans le cas où X est uniforme, ce qui est notre cas, à minorer l'information mutuelle, précisément par la divergence, hein, alors ça c'est une divergence au sens de Kullback-Leibler, entre la probabilité de succès et la fameuse valeur 1 sur M. Donc là, dans le cas alpha égale 1, dans le cas classique, on a déjà cette inégalité de Fano, vous voyez, qui nous donne une majoration de la distance au sens divergence de Kullback entre la probabilité de succès et la valeur maximale, ou minimale plutôt, et l'information mutuelle, qui est une mesure d'information possible pour mesurer une fuite. Voilà, et donc vous avez ça illustré ici, hein. Donc ce point-là. Donc ça, c'est l'inégalité de Fano. Alors qu'est-ce qu'il en est pour les alpha-informations? Eh bien, dans les alpha-informations, on peut généraliser cette inégalité de Fano sous cette forme-là, où l'alpha-information est minorée par une alpha-divergence, hein, là encore, une alpha-divergence entre la probabilité de succès connaissant Y et la probabilité de succès ne connaissant pas Y, autrement dit, essentiellement la valeur 1 sur M, hein, si on fait un choix aléatoire. Donc vous avez ici deux courbes pour alpha égale plus l'infini et moins l'infini, bon, où vous avez ces inégalités qui sont là. Voilà, donc ça c'est les inégalités de Fano qu'on peut obtenir dans tous les cas, en fait pour toutes les valeurs de alpha, y compris pour les cas particulièrement intéressants, alpha égale plus l'infini, alpha égale moins l'infini, et alpha égale 1, bien sûr. Voilà. La deuxième inégalité, alors qui est plus technique, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus, hein, c'est encore une fois ce que j'appelle le text switching, c'est-à-dire passer la variable texte de l'autre côté de l'argument et dans cette inégalité-là, bon, bah, c'est quelque chose qui est nécessaire. Je ne peux pas l'expliquer autrement que par le fait que ça soit technique, mais enfin, c'est facile également à démontrer à l'aide de la représentation de l'alpha-information comme minimum d'une alpha-divergence que j'avais donné tout à l'heure. Donc, je n'insiste pas plus là-dessus. Troisième inégalité, si vous vous souvenez, c'était l'inégalité du traitement de données, à savoir que tout traitement ne peut faire que perdre de l'information, et c'est ce qui se passe ici, hein. Si on a une chaîne de Markov,
en l'occurrence X donne Y, donne Z, donne T, vous voyez, eh bien, l'information entre X et T est forcément plus faible entre Y et Z. C'est-à-dire que bah, un pré-traitement ou un post-traitement n'a plus que faire perdre de l'information, hein. L'information est plus forte là où les variables sont les plus proches, ce qui paraît assez logique. Voilà. Et ça a été démontré déjà par Polianski et Verdu en 2010 pour l'alpha information. Et donc, dans notre cas, eh bien, on a cette chaîne de Markov-là dont on a parlé tout à l'heure, et on va pouvoir effectivement l'appliquer pour obtenir exactement ce qu'on veut, à savoir le fait qu'on puisse borner supérieurement, hein, l'alpha information de fuite, hein, du secret du texte par simplement l'alpha information de fuite entre l'entrée et la sortie du canal auxiliaire. Voilà. Donc, ce qui simplifie évidemment son évaluation. Quatrième outil, c'était la tensorisation. Donc là, on utilise le fait que le canal soit sans mémoire et on récupère le nombre de mesures, hein, simplement en disant que l'information vectorielle, je veux dire, c'est m fois l'information scalaire, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est facile à démontrer, hein. C'est simplement injecter ces séquences ID ici dans l'expression et on obtient m fois une séquence. Voilà. Et enfin, le plus difficile, c'est le fameux lemme de Mrs. Gerber. Alors, là, il faut revenir à l'historique, hein, de ce fameux lemme qui a été utilisé il y a très longtemps, dans les années même 70, pour la définition des capacités de canaux à diffusion, canaux broadcast. On va prendre un exemple pour essayer de comprendre, c'est un exemple très simple. C'est un exemple où on est dans un groupe binaire, c'est-à-dire on est dans Z sur 2Z, à savoir on a juste un bit et on va juste additionner 2 bits. Voilà, on fait du secret sharing sur un seul bit. Dans ce cas-là, eh bien, il est facile de calculer l'entropie de la somme, donc du XOR en réalité, en fonction des entropies individuelles de chaque bit. Voilà. Alors, c'est facile, pourquoi? Parce que on est capable de calculer la distribution de probabilité de la somme, hein, qui va être essentiellement donnée par une loi de Bernoulli dont le paramètre est donné par cette espèce de produit de convolution cyclique qui est là. Et puis, une fois qu'on a ça, on sait que petit h, c'est la fonction d'entropie binaire. On sait que l'entropie de ce bit, ça va être la fonction d'entropie binaire de ce paramètre-là, qui va être donné par cette expression-là, puisque là, on inverse h, hein, en fonction de l'entropie de chaque bit. Voilà. Et donc, on a une formule. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le Mrs. Gerber's lemma, où on va conditionner, hein, cette formule par la connaissance de cette fuite. Donc la fuite, en l'occurrence, c'est Y, qui serait le vecteur Y0, Y1. Et il se trouve que l'expression qu'on a obtenue ici, eh bien, est convexe dans l'une des variables, par exemple P lorsque Q est fixé, ou Q lorsque P est fixé. Il y a une symétrie. Et donc, en conditionnant par Y, on a essentiellement des moyennes qu'on conditionne, et donc on peut appliquer une inégalité de convexité. Et l'inégalité de Jensen, hein, de convexité, va nous donner ce résultat-là. Voilà. Qui a été interprété comme une sorte d'inégalité de puissance entropie discrète. Enfin, bon, il y a tout un historique derrière. En tout cas, le Mrs. Gerber's lemma, c'est essentiellement, initialement, cette inégalité-là qui minore l'entropie conditionnelle en fonction des entropies de conditionnel individuelles de chaque chaire. En l'occurrence, il y en a 2, c'est 2 bits. On peut généraliser ça. On peut généraliser ça pour plusieurs chaires. Donc là, vous avez le fameux masquage, hein, d'ordre D, avec plusieurs chaires. Et simplement, vous avez une fonction phi, hein, qui est donnée, qui n'est pas linéaire. Et on peut, à ce moment-là, en déduire facilement, hein, en utilisant ce qu'on a, enfin, essentiel, ça revient à utiliser une transformée de Fourier discrète sur la convolution cyclique qu'on a, hein, mais c'est assez simple. On peut réécrire ce lemme de Mrs. Gerber comme une majoration de l'information mutuelle en fonction essentiellement d'un produit d'information mutuelle
share by share, donc par part. Voilà. Et ça, c'est exactement ce qu'il nous fallait, hein. Sauf que là, ça a été établi uniquement pour des bits. Alors, il faudrait évidemment généraliser ça. Et c'est ce qu'on a fait ici euh, pour les alpha informations. Donc là, je vous dispense de regarder toutes ces formules horribles, mais essentiellement, on est capable de le faire. Alors, l'inégalité qui nous intéresse, c'est l'inégalité à droite. On a aussi l'inégalité à gauche, mais qui ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, nous, c'est borner l'alpha information, et il se trouve qu'on peut le faire. Pour certaines valeurs de alpha, en tout cas, il y a certaines valeurs qui résistent et voilà, qui nous permettent d'avoir essentiellement ce qu'on veut, à savoir majorer une alpha information par le produit des alpha informations par modulo l'application d'une certaine fonction non linéaire, mais qui devient, si vous voulez, linéaire lorsque les alpha informations en question sont faibles. Voilà. Donc ça, c'est du gros travail, je dirais, c'est très calculatoire. Voilà, l'inégalité à droite, on l'appelle Mrs. Garber's lemma, et l'inégalité à gauche, du coup, les gens l'ont appelé Mr. Garber's lemma, mais qu'importe. Donc au final, on a réussi à avoir toutes ces inégalités. Voilà. L'inégalité de Fano, le text switching inequality, l'inégalité de traitement de données, la tensorisation et le lemme de Mrs. Garber, on combine tout ça et on a effectivement, alors dans un cas vraiment pour des informations de mesure pratiques, c'est vraiment l'alpha information, on a une minoration du nombre de mesures, hein, avec ce fameux numérateur et dénominateur, numérateur étant l'alpha divergence, hein, entre la probabilité de succès et la pire des probabilités de succès, hein, la plus faible, et au dénominateur, on a essentiellement un produit de mesures de fuite d'informations, c'est des alpha informations, partage par partage. Voilà. Donc, et alors ça, c'est pour alpha, il ne faut pas qu'il soit compris. Alors, il y a une erreur ici, ça doit être 1 et 3,5, mais bon, voilà, il y a une erreur de frappe. Voilà, donc ça c'est pour m égale 2, hein, simplement, mais nous, typiquement, on est dans le cas m égale 2 puissance 8, hein. Mais 2 puissance n, eh ben, on est capable également de trouver des inégalités qui vont bien et qu'on a appliquées pour différentes valeurs de alpha. Donc vous avez des exemples ici. Et qu'on est également capable de trouver pour d'autres critères qui ne sont pas des alpha informations. Et là, dans ces cas-là, eh bien, on va utiliser des inégalités qui existent entre les mesures d'information. C'est des inégalités du type inégalité de Pinsker, par exemple. L'inégalité de Pinsker, c'est le cas pour l'inégalité de Pinsker classique. Elle va impliquer une inégalité entre la variation totale qui est là, c'est le delta qui est ici, et l'information mutuelle de Shannon. Mais il y a beaucoup d'inégalités de même type qu'on peut utiliser pour trouver finalement des inégalités similaires pour n'importe quel critère qui a été utilisé en pratique dans la littérature sur le sujet. Voilà. Et donc, on a finalement des formules qui se ressemblent, qui utilisent des mesures d'information de fuite différentes, et on peut légitimement, effectivement, se poser la question, quel est le meilleur choix? Quelle est la meilleure évaluation du nombre minimal de mesures qu'il faut pour garantir à l'attaquant qu'il a, avec succès, cassé le système. Voilà. Et donc pour ça, vous avez un certain nombre de courbes qu'on a utilisées ici pour différents niveaux de bruit dans les canaux. Et on s'aperçoit que souvent, alpha égale infini fonctionne, alpha égale 2 aussi, et tout dépend du type de modèle qu'on a. Donc pour répondre à la question de Francesca tout à l'heure, ici c'était une simulation avec ce type de modèle ici qu'on appelle le modèle de Hamming, de poids de Hamming, Hamming weight model. Voilà. Donc voilà, voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec la théorie de l'information, hein. Tout ça a été écrit dans un chapitre qui va sortir bientôt. Alors c'est marqué 2025, mais en fait c'est 2026 normalement. Et puis tout ce qu'on a fait dans le domaine de l'attaque par canaux auxiliaires et des outils de la théorie de l'information appliqués à ces attaques et à la robustesse vis-à-vis de ces attaques,
c'est publié l'année dernière dans un livre, 140 pages, voilà, que vous pouvez vous procurer dans les bonnes librairies chez Springer, voilà. Et donc, sur cette publicité, eh bien, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions, bien sûr. Merci beaucoup, Olivier. Nous sommes arrivés à l'heure, donc je Oui. vois quelques collègues qui ont dû déjà s'exfiltrer. Il y a une question peut-être qui arrive. Dans l'attente, je ne pose une. Et c'est, est-ce qu'on a une idée de comment on s'équipe pour décider laquelle de cette mesure de fuite est la meilleure? Ou est-ce qu'on Alors, cherche de contre-exemples pour en éliminer quelques-unes? Et est-ce qu'il y a une activité expérimentale là-dessus? c'est un problème extrêmement vaste, extrêmement compliqué. Comme je l'ai dit, on n'a pas de définition opérationnelle comme ce qui s'est passé pour la théorie de la communication de Shannon où le cas alpha égale 1 s'imposait. Certains ont voulu vendre effectivement des définitions entre guillemets opérationnelles, mais c'est absolument pas clair. Donc la réponse est on ne sait pas, on ne sait pas. Mais par contre, on a tout un catalogue et si on se donne tu me donnes un circuit, tu me donnes une certaine implémentation et je suis capable de trouver le meilleur alpha pour ce circuit, disons. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et je pense que oui, c'était quelqu'un qui était remercié pour la présentation et qui devait basculer sur une autre réunion. Ah, Donc, je ne vois pas des questions dans le chat. Et je vous propose de clore ici. Merci encore. C'est super intéressant et merci. c'est toujours très amusant de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la théorie de l'information. Et merci. À la prochaine. Voilà. Merci à tous et vive la théorie de l'information.